J'ai 88 ans, et les mots que j'aurais dû taire m'ont coûté plus que tout. Pas les mensonges, non. Ce sont les vérités que j'ai dites trop librement, trop tôt, à des gens que j'aimais, qui ont lentement fracturé ce que j'avais mis une vie entière à construire. Ma famille était ma fierté. Elle est devenue, par endroits, ma blessure la plus silencieuse. 6 choses. 6 moments où j'ai ouvert la bouche en croyant bien faire, et où quelque chose s'est brisé sans bruit, sans éclat, sans que je comprenne pourquoi avant qu'il soit trop tard. Est-ce que tu sais vraiment ce que tes mots font à ceux qui t'aiment? 1. Ne partagez jamais les détails exacts de vos finances avec votre famille. Dans les années 70, j'avais commencé à mettre un peu d'argent de côté. Pas une fortune, juste le fruit de longues années de travail silencieux, d'économies faites centime par centime. Et comme j'avais toujours cru que la famille, c'était la transparence totale, j'en ai parlé. À mon frère Gérald. À ma belle-mère. À mes enfants. Je pensais leur donner de la sécurité. Je leur ai donné, sans le savoir, une attente. Ce que personne ne m'avait dit, c'est que l'argent change quelque chose dans le regard des gens, même ceux qu'on aime, même ceux qui nous aiment sincèrement. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est humain. Quand quelqu'un sait ce que tu possèdes, une partie de lui commence, doucement, inconsciemment, à considérer que ça lui appartient aussi d'une certaine façon. À Noël 1978, Gérald m'a regardé avec une froideur que je ne lui avais jamais vue. Il m'a dit que j'étais devenu avare. Lui qui savait exactement ce que j'avais épargné depuis des mois. Il avait construit dans sa tête un chiffre qui lui semblait lui revenir simplement parce qu'il en connaissait l'existence. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose que je n'ai jamais oublié, l'information se transforme en attente, et l'attente non satisfaite se transforme en ressentiment. La plupart des gens apprennent ça trop tard parce qu'ils confondent l'ouverture avec la confiance. Ils pensent que partager leurs finances avec leur famille, c'est un acte d'amour, une preuve qu'ils n'ont rien à cacher. Mais la confiance ne se mesure pas à ce que tu révèles, elle se mesure à ce que tu protèges, pour toi et pour les autres. Donner cette information à ta famille, c'est leur imposer un poids qu'ils n'ont pas demandé à porter. J'ai vu des fratries se déchirer sur des héritages qui n'existaient pas encore. J'ai vu des enfants changer de comportement envers leurs parents dès qu'ils savaient ce qu'il y avait sur le compte. Pas par méchanceté, parce que la connaissance fait aux gens quand elle touche à l'argent. Si tu veux appliquer ça dans ta vie aujourd'hui, commence par une chose simple. Quand quelqu'un dans ta famille te demande combien tu gagnes, combien tu as mis de côté, ce que vaut ta maison, tu as le droit de ne pas répondre. Le silence n'est pas un mensonge. C'est une frontière que tu poses pour protéger une relation que l'argent pourrait abîmer sans que personne ne le veuille vraiment. Garder ses finances pour soi, ce n'est pas de la méfiance. C'est la forme la plus douce de sagesse que j'ai jamais apprise, et je l'ai apprise beaucoup trop tard. 2. Gardez vos problèmes de santé pour vous, sauf en cas de nécessité. En 1989, j'ai reçu un diagnostic qui m'a glacé le sang un matin d'automne, assis seul dans le cabinet de mon médecin. Ce n'était pas mortel, mais c'était sérieux, assez sérieux pour que le docteur me demande de surveiller les choses de près, de revenir régulièrement, de ne pas ignorer ce que mon corps essayait de me dire. Et moi, John Moore, l'homme qui avait toujours cru que la famille devait tout savoir, j'ai tout raconté. À ma femme, à mes enfants, à ma belle-sœur qui avait demandé de mes nouvelles par politesse. Je pensais que partager cette nouvelle allait nous rapprocher. Je croyais sincèrement que l'honnêteté était la bonne chose à faire. Ce que j'ai déclenché, je ne l'avais pas prévu. Du jour au lendemain, certains membres de ma famille ont commencé à me regarder différemment, pas avec de la cruauté, mais avec cette pitié douce qui change tout. Mes enfants parlaient moins fort quand j'entrais dans une pièce. Ma fille Lisa me proposait de l'aide pour des choses que je faisais seul depuis des décennies. Mon fils Thomas, lui, est devenu distant d'une façon que je n'ai comprise que bien plus tard, l'annonce l'avait terrifié, et sa façon de gérer la peur, c'était de s'éloigner. Je n'avais pas partagé une information. J'avais planté une image dans leurs esprits, celle d'un père fragilisé, et cette image n'a jamais vraiment disparu, même quand ma santé s'est stabilisée. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous grandissent avec l'idée que se confier à sa famille est une preuve d'amour. On nous a appris que garder quelque chose pour soi, c'est trahir ce qu'on aime. Alors quand la peur arrive, et elle arrive toujours, on parle. On parle vite, on parle trop, parce que le silence fait mal et que partager semble soulager. Mais ce soulagement est court. Ce que tu donnes aux autres, eux, ils le gardent longtemps. Ta santé t'appartient. Elle appartient à ton médecin. Avant de parler, demande-toi si cette personne peut vraiment t'aider, pas seulement t'écouter, mais t'aider concrètement. Si la réponse est non,
alors le silence n'est pas un manque d'amour. C'est une façon de protéger la relation telle qu'elle est, sans la charger de quelque chose qu'elle ne peut pas porter. J'aurais voulu qu'on me dise ça à 50 ans. Personne ne l'a fait. Et aujourd'hui, à 88 ans, je vois encore dans les yeux de mes enfants ce reflet d'un homme malade que je ne suis plus et peut-être que je n'ai jamais vraiment été. 3. N'évoquez jamais vos problèmes conjugaux en famille. C'était un mardi matin de mars 1994. La lumière entrait en biais par la fenêtre de la cuisine, le café fumait encore dans ma tasse, et je venais de raccrocher le téléphone après avoir dit à ma fille Lisa ce que je n'aurais jamais dû lui dire. Dorothy et moi nous étions disputés la veille, comme tous les couples se disputent, sur des petites choses d'abord, puis sur des choses plus anciennes, plus lourdes, des blessures qu'on croyait enterrées et qui remontaient à la surface dans les moments de fatigue. Le lendemain matin, j'avais besoin de parler. J'avais besoin que quelqu'un me comprenne, me donne raison, me dise que j'avais raison d'être blessé. Et Lisa était là, disponible, aimante. Alors j'ai parlé. Ce que je ne voyais pas, c'est ce que ces mots allaient faire. Dorothy et moi nous sommes réconciliés, comme nous l'avions toujours fait. Des années de mariage nous avaient appris à revenir l'un vers l'autre, à lâcher prise, à choisir l'amour plutôt que l'orgueil. Mais Lisa, elle, n'a jamais eu cette conversation de réconciliation. Elle n'a jamais entendu Dorothy s'expliquer. Elle n'a reçu qu'une seule version, la mienne, prise dans mon moment le plus sombre, et cette version s'est gravée dans sa mémoire sans que rien ne vienne la corriger. Le problème, c'est que quand on souffre dans son mariage, on ne cherche pas un conseil. On cherche un témoin. Quelqu'un qui valide notre douleur, qui confirme ce qu'on ressent. Et la famille semble être l'endroit le plus naturel pour ça, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils ne répéteront pas, parce qu'on leur fait confiance. Mais cet amour même est ce qui rend les choses dangereuses, ils prennent notre douleur pour la vérité entière, et ils la gardent longtemps après qu'on l'a oubliée. Tu te réconcilieras avec ton mari, avec ta femme. Vous trouverez un chemin. Mais ta sœur, ton fils, ta mère, eux porteront l'image que tu leur as donnée dans ta colère, et cette image ne partira pas. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est simple mais difficile, quand ton couple traverse quelque chose de douloureux, parle à ton partenaire, pas à ta famille. Si tu as besoin d'un soutien extérieur, cherche quelqu'un qui n'est pas lié à toi par le sang, un ami neutre, un professionnel, quelqu'un qui n'a pas de place à table lors des repas de famille. Garder les conflits du couple à l'intérieur du couple, ce n'est pas se murer dans le silence. C'est protéger l'image de l'autre et protéger ta relation de regard qui ne peuvent pas être neutres quand ils t'aiment. J'ai appris ça trop tard. Lisa aime toujours sa mère. Mais quelque chose, entre elles, n'a jamais été tout à fait pareil. 4. Gardez pour vous vos véritables opinions sur les choix de vie de vos enfants. C'était en 2003, lors d'une fête de famille, un soir où le vin coulait et où les rires adoucissaient tout. Thomas, mon fils, était là. Et moi, dans un moment de relâchement, j'ai dit ce que je pensais depuis des années sur ses choix, sur sa femme, sur la vie qu'il avait construite loin de ce que j'aurais voulu pour lui. Pas avec colère. Pas avec cruauté. Mais je l'ai dit. Et ce soir-là, quelque chose entre nous s'est fermé sans bruit, comme une porte qu'on ne claque pas mais qu'on ferme quand même à clé. Aujourd'hui, je le vois une fois par an. Avant, on se parlait chaque dimanche. Ce que j'ai compris trop tard, c'est que ton opinion sur la vie de ton enfant ne lui appartient pas, elle t'appartient à toi. Tu peux la garder, la tourner dans ta tête, la peser en silence. Mais le jour où tu la poses devant lui, tu changes la nature de votre relation pour toujours. Pas parce qu'il est fragile. Parce que vos mots de parents portent un poids que rien d'autre ne porte. Ce qui nous pousse à parler, c'est l'amour, je le sais. On voit son enfant faire un choix qui nous semble risqué, et quelque chose en nous crie qu'il faut le dire, qu'il faut protéger. C'est l'instinct du parent. Mais cet instinct, quand l'enfant est adulte, devient une intrusion qu'il ressentira même si tu l'habilles en conseil bienveillant. Il entendra toujours, sous tes mots, que tu ne lui fais pas confiance. Que tu penses mieux savoir. Et peut-être que tu sais mieux, mais ça ne change rien à ce qu'il ressentira. La vérité que personne ne dit clairement, un enfant adulte n'a pas besoin de ton approbation pour avancer, mais il a besoin de sentir que tu le respectes assez pour te taire. Si aujourd'hui tu portes une opinion sur le partenaire de ton fils, sur la carrière de ta fille, sur les décisions qu'ils prennent sans te consulter, pose-toi une seule question avant de parler, est-ce que cette parole va rapprocher ou éloigner? Pas dans 10 minutes. Dans 10 ans. Parce que c'est là que tu en verras le résultat, quand les visites s'espacent et que les coups de téléphone deviennent courts et polis. Thomas est un homme bien. Il l'a toujours été.
C'est moi qui n'ai pas su aimer sans corriger, et cette différence, je la vis encore aujourd'hui dans le silence des dimanches sans appel. 5. Ne transmettez pas les vieilles blessures et les rancunes familiales à la génération suivante. William est mort 5 ans avant moi. Et pourtant, pendant des années, il était encore là, dans mes mots, dans mes histoires, dans la façon dont mes enfants regardaient sa photo sur le mur du couloir. Nous avions eu une relation difficile, William et moi. Des choses s'étaient passées dans l'enfance, des injustices petites aux yeux du monde, mais grandes dans la mémoire d'un enfant qui n'avait pas su les nommer. Je les avais portées longtemps, seul, en silence. Et puis, un jour, quand mes enfants étaient devenus adultes, j'ai commencé à parler. Je croyais que mettre des mots sur ces vieilles blessures allait les dissoudre, que partager ce poids avec ceux que j'aimais me rendrait plus léger. Ce que je n'avais pas vu, c'est qu'en parlant, je ne me libérais pas. Je transmettais. Mes enfants ont écouté. Ils ont été touchés, comme on l'est quand on apprend que son père a souffert. Mais quelque chose a changé dans leurs yeux quand ils pensaient à William, à ses enfants, à sa famille. Une méfiance s'était installée, silencieuse, que je n'avais pas invitée et que je ne pouvais plus reprendre. William ne pouvait plus se défendre. Il n'était plus là pour donner sa version, pour expliquer, pour réparer. Et moi, sans le vouloir, j'avais fait de mon deuil leur héritage. La plupart des gens font cette erreur parce qu'ils confondent honnêteté et guérison. Ils pensent que raconter suffit à cicatriser, que la famille proche est un espace sûr pour déposer ce qu'on n'a jamais pu dire ailleurs. Mais une famille n'est pas un confessionnal. Les mots qu'on y prononce ne disparaissent pas, ils se logent dans les esprits des plus jeunes, qui n'ont ni le contexte ni la distance pour les porter correctement. Si tu portes aujourd'hui une vieille blessure causée par quelqu'un de ta famille, un parent, un frère, une sœur, pose-toi une question simple avant d'en parler à tes enfants ou à tes petits-enfants, est-ce que je leur donne quelque chose qui les aide à vivre, ou est-ce que je leur confie un poids qui n'est pas le leur? Il existe des espaces pour traiter ces douleurs anciennes, un ami de confiance, un médecin, parfois même l'écriture. Mais tes descendants ne sont pas là pour guérir tes blessures. Leur rôle n'est pas de porter ton passé. Ce que tu t'es pour te protéger, tu le t'es aussi pour eux. Et cette forme de silence-là n'est pas de la lâcheté, c'est la décision d'un homme qui a compris que certaines douleurs méritent de mourir avec lui. 6. Ne laissez jamais transparaître, même subtilement, qui est votre préféré. Je n'ai jamais dit à Thomas que je préférais Lisa. Jamais avec des mots. Mais il le savait, et c'est ça, le vrai problème. On se raconte facilement qu'on aime ses enfants de manière égale. C'est une belle idée, une idée confortable, et pendant des années j'y ai cru sincèrement. Mais l'amour ne se mesure pas seulement dans ce qu'on dit, il se lit dans le temps qu'on donne, dans les histoires qu'on choisit de raconter, dans le sourire qui arrive un peu plus vite pour l'un que pour l'autre. Lisa me ressemblait. On parlait facilement, on riait des mêmes choses. Avec Thomas, il fallait faire un effort que je n'ai pas toujours fourni. Ce n'était pas de la malveillance. C'était de la faiblesse. Les enfants ne gardent pas de registre, mais leur mémoire du cœur est précise comme une horloge. Thomas n'a jamais crié, jamais accusé. Il s'est simplement éloigné, doucement, sur des années, comme une marée qui recule sans qu'on remarque l'eau qui disparaît. Et quand j'ai compris ce qui s'était passé, il était déjà trop loin pour que je puisse le ramener facilement. Ce que j'ai appris, c'est que la préférence n'a pas besoin d'être déclarée pour faire des dégâts. Elle passe dans les détails, dans qui on appelle en premier quand une bonne nouvelle arrive, dans qui s'assoit à côté de soi à table, dans le ton qu'on prend sans y penser. Les enfants lisent ces signaux depuis l'enfance, et ils continuent de les lire à 40, 50, 60 ans. L'âge n'efface pas ce besoin d'être vu également par son père ou sa mère. La plupart des parents comprennent ça trop tard parce qu'ils confondent l'amour qu'ils ressentent avec l'amour qu'ils transmettent. Ressentir la même chose pour deux personnes différentes ne suffit pas, il faut que chacun le reçoive, concrètement, dans les actes du quotidien. Si tu as plusieurs enfants, plusieurs petits-enfants, je te demande une seule chose. Observe-toi. Pas pour te juger, mais pour voir honnêtement où va ton attention naturellement, sans effort. C'est là que la préférence vit. Et c'est là qu'il faut faire un choix conscient, non pas de ressentir la même chose, ce serait impossible, mais de donner de manière à ce que personne ne se sente invisible. Thomas vient me voir une fois par an. On parle de choses légères. Je l'aime profondément, et je crois qu'il le sait. Mais entre savoir qu'on est aimé et sentir qu'on a été le préféré, il y a une distance que certains enfants portent toute leur vie. Dorothy est partie il y a 11 ans. La maison est silencieuse maintenant d'une façon que les mots ne peuvent pas vraiment décrire. Je regarde ses mains parfois, elles ont construit, réparé, tenu.
Et je pense aux relations que ces mêmes mains ont effilochées sans le vouloir, mot après mot, vérité après vérité mal placée. On croit toute sa vie que parler, c'est aimer. Personne ne nous dit que certains silences sont la forme la plus haute de la tendresse. Il me reste peu de temps. Je le sais. Certaines portes ne s'ouvrent plus, même quand on frappe.